je suis attiré un peu par la prêtrise parce que D'accord. la plupart de mes amis vont aller au séminaire. Mais je pense qu'à une époque, tout le monde voulait devenir prêtre finalement. Oui, voilà, nous avons évolué dans cette culture. Oui. Je me suis donné comme motivation d'expérimenter tous les genres journalistiques et tous les supports journalistiques. J'ai toujours eu un livre avec moi. Quel que soit l'endroit où je suis, si je dois sortir, aller quelque part, tout ça, j'ai toujours un petit livre à lire. Si je n'ai pas un livre, c'est pratiquement devenu une forme d'addiction. J'ai travaillé à la télé et je n'avais pas lâché la presse écrite. La presse écrite, d'accord. Qui a signé? Tout le monde l'appelle. Oui, c'est ça. Alors c'est comme ça qu'il m'appelle, je peux venir. Toi tu es qui? Non, moi je suis un stagiaire. Tu es en quelle année? Je suis en première. Tu as écrit tout ça? Je dis non, on m'a aidé. Moi je ne savais pas. C'est ça. Alors il dit non, je vous engage. D'accord, ça va trop vite là. Bonjour, je suis Yannick Foutila et je suis très heureux de recevoir aujourd'hui un grand dans les domaines du journalisme, quelqu'un qui m'a personnellement supervisé pendant mon cursus à l'UPN et aujourd'hui elle a vu faire ce qu'on se retrouve sur Paris et essayer de retracer son parcours parce qu'il a un parcours, je dirais, juste impressionnant. Et un entrepreneur, un journaliste de profession, il s'appelle Willy Kalenga, avec qui je suis très ému déjà de revoir après autant d'années. Willy Kalenga, bonjour. Bonjour Yannick, c'est Kalenga. Kalenga est plutôt, ouais. Merci beaucoup. C'est moi qui suis honoré de retrouver un professionnel, quelqu'un qui a découvert les secrets de cette profession, basé sur 3 éléments: le sérieux, la responsabilité et l'humilité. Merci donc de m'inviter pour parler de moi-même, même si c'était un exercice très difficile auquel je ne suis pas souvent habitué. Merci d'honorer mon invitation déjà. Et je tiens à m'excuser parce que nous tournons à l'hôtel et il y a un fond sonore qui nous est imposé vu la politique de la maison justement. Et pour revenir à vous, moi j'aimerais qu'on retrace votre parcours. Déjà, quel enfant étiez-vous, la famille? Ensuite, on va passer par la scolarité et les parcours professionnels. Alors, vous allez m'arrêter parce que je ne sais pas où je vais m'arrêter. Je suis né à Kolwezi. Kolwezi, c'est une ville dans le Lualaba aujourd'hui. À l'époque, c'était le Grand Katanga. C'est une ville minière, une ville qui a été construite autour d'une très grande entreprise qui s'appelle la Gécamine, qui est encore aujourd'hui. Je suis dans une famille de 12 enfants. Une grande famille. Une grande famille, une très grande famille, avec un père très aimant. Je suis le 9e de cette famille, cette fratrie. J'ai donc grandi avec 2 frères et 9 sœurs. D'accord. Voilà, donc je suis dans une famille comme ça. Et j'ai donc, je suis né à Kolwezi, mes parents venaient de Kipushi. Et moi, je suis le tout premier de leurs enfants, qui est né à Kolwezi, où j'ai fait ma scolarité. D'accord. Kipushi, c'est la frontière entre la RDC et la Zambie. C'était toujours dans le domaine de la Gécamine. D'accord. Parce que mon père, lui, il a travaillé à la Gécamine toute sa vie. Et il avait eu un premier transfert de Kipushi à Kolwezi. D'accord. Et quand il arrive à Kolwezi, parmi les premiers qui sont nés de sa famille, moi, je suis né donc à Kolwezi. D'accord. Et à l'école, vous étiez comment? Alors, je ne sais pas parler de moi-même, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens avec qui j'ai étudié qui sont encore en vie et qui sont d'ailleurs proches de moi. J'ai été quand même un élève brillant parce que je ne connais pas avoir dépassé la place de 3e. Je suis premier ou 2e, maximum 3e, parce que je suis né dans une famille où il y avait 2-3 petites lois qui s'imposaient à tous. La première loi de chez nous, c'était la lecture. D'accord. Mes 2 frères, surtout mon frère aîné, nous avaient imposé de lire chez nous. Comme à l'époque, nous grandissons, il n'y a pas de télé. Nous avons à peine une radio que mon père gère de manière très jalouse. Alors il nous impose les infos, donc, parce que lui il arrive à midi 20 il repart, mais à partir de midi il y a les infos à l'époque de la radio nationale. Nous suivons à 19h, nous suivons
la chaîne sud-africaine, nous suivons la voix de l'Amérique, donc parce qu'il n'a qu'un seul poste. Ouais, vous êtes obligé de suivre et qu'est-ce qui se passe, justement. Et ça nous donne cette habitude de suivre les infos. Donc, et puis nous en parlons. Donc, mon père instaure la deuxième règle. Ce que l'on apprend, ce que l'on entend, on doit en parler. Donc, quand on est au dîner, quand on mange ensemble, chacun explique ce qu'il a lu et ce qu'il a entendu à la radio. Vous voyez dans quelle ambiance moi j'ai grandi. Donc j'avais relativement un peu plus d'informations que mes amis. Donc j'ai commencé donc à lire les bandes dessinées et j'ai fait lire mon tout premier roman à l'âge de 9 ans. D'accord. Et c'était Meurtre a posteriori. D'ailleurs, le mot posteriori, je l'ai gardé parce que je ne le comprenais pas à l'époque. Hein. D'accord. C'est un roman, un fleuve noir, que j'ai lu pour la première fois. J'avais 9 ans. D'accord. Et voilà. Et j'ai donc beaucoup lu. Ça vous a influencé tout de suite? Énormément. Tout de suite, même pas pour le métier que j'ai. D'accord. Ok. Je savais que je devais avoir toujours quelque chose de bien à dire. Quand j'étais interpellé, j'ai senti. Je devais éviter la superficialité et les fausses connaissances. J'ai grandi dans une école primaire de la Gécamine, une école pratiquement maternelle, on avait tout. Hein. D'accord. À l'école on mangeait, à l'école on nous donnait à manger, on nous donnait à boire, à l'école on nous pomponnait, mais j'étais très sévère quant aux résultats. C'était un peu comme en Europe, vous partez à l'école, vous mangez, vous passez la journée à l'école et vous revenez le soir. Voilà, c'est comme ça que la Gécamine avait installé ce système. Même au niveau des études, nous étions dans un trio, c'est-à-dire que les parents faisaient pression sur les élèves, l'école faisait pression, mais l'église et la rue faisaient pression. Justement. Donc si vous avez échoué à l'école, tout de suite là on laissait à l'église, tout de suite là les parents les sont La compétition était extrêmement forte quand j'étais enfant, et c'était bien parce que ça nous a gardé éveillés sur les questions essentielles. D'accord. Et vous pensez qu'aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a les trois piliers de l'éducation, c'est aussi c'est la famille, il y a l'école et il y a la société, l'extérieur, l'église, dont l'église fait partie aussi. Est-ce que vous pensez que dans notre société actuelle, l'église, l'école déjà, l'église et l'extérieur, vous pensez qu'elle contribue positivement à l'éducation des Non, je crois qu'il y a quand même beaucoup de changements. C'est vrai que au regard de notre âge, de notre expérience, on a tendance à sublimer les passés, ce qui est une erreur. Mais une des choses que la génération actuelle a perdue, c'est justement la lecture, le goût de la lecture, l'amour des livres. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde a son petit écran, tout le monde lit dans son smartphone. C'est un progrès, mais le livre n'est pas que des mots que l'on a mis sur papier. Le livre est un chemin de liberté. Parce que quand vous êtes devant un livre, vous avez une clé pour rentrer dans un univers. C'est un voyage que vous faites. Beaucoup de choses sont sollicitées quand on lit un livre. Il y a d'abord la mémoire elle-même, mais il y a l'imagination. Parce que le livre, il est écrit par deux mots, et de ce mot doivent sortir des images qui correspondent à ce qui est raconté. Alors donc quand on vous raconte une situation qui se passe à Paris, par exemple, nous on était petits, on ne connaissait pas la place de la Concorde, on ne connaissait pas Champs-Élysées, mais tout ça on l'a appris dans les livres. La description était tellement détaillée, détaillée au point que vous voyez ce que vous lisez. Et c'est une capacité essentielle dans la promotion de la connaissance humaine, parce que c'est un moment de liberté. Les livres fabriquent des êtres libres. Parce que personne ne vient vous expliquer un livre. Personne ne vient s'interposer entre vous et la réalité. Et ce chemin-là, aujourd'hui on l'a perdu. Aujourd'hui nous sommes dans une massification de la connaissance. Les gens ne découvrent pas seuls. On vous choisit ce que vous devez entendre, ce que vous devez lire. Dans les réseaux sociaux, par exemple, aujourd'hui, on vous impose une grille de compréhension des réalités. C'est une différence. Et c'est comme ça que nous constatons cela. Au niveau des églises, à l'époque, l'église était entourée de sacralité. Quelle que soit la confession, quelle que soit la religion, c'était une pratique de profondeur des transcendances. Mais j'ai compris qu'aujourd'hui, l'église s'est donné les moyens de sa popularité. Ça signifie
c'est les nombres qui comptent. Les nombres qui comptent, ouais, c'est ça. Dommage. Et la rue elle-même, elle a repris, la rue a repris sa puissance. Aujourd'hui, la rue, elle inspire la violence, elle inspire le laisser aller, elle inspire la perte des valeurs comme l'éthique, comme le respect des aînés, comme le respect des faibles, comme la protection des êtres fragiles. Dans la rue, c'est la loi de la jungle. C'est la jungle, oui. C'est la jungle. Là. Donc, les plus forts l'emportent sur les plus faibles, quel que soit son statut social. Voilà un peu mon ressenti aujourd'hui. Je reviens en disant que nous, on a tendance à sublimer le passé, même si ce n'est pas forcément toujours vrai. Et tout à l'heure, vous avez dit que c'est votre père aussi qui vous a donné le goût de la lecture. Oui. Et nous, parce que je mets aussi dans ces lots des jeunes d'aujourd'hui qui sont moins sensibles à la lecture et tout. Est-ce que c'est pas aussi vous, parents, qui sommes nos parents aujourd'hui, qui avez failli à cette transmission justement? Oui, parce qu'il y a eu une rupture dans les moyens que les parents possédaient pour pouvoir garder une ascendance sur les enfants. Quand la crise est entrée dans le pays, quand les sociétés sont déstructurées, les parents ont perdu les moyens. Ils n'avaient pas de boulot. Vous voyez, par exemple, moi j'ai vécu la guerre de 77-78 à Corosie. La guerre qui a vu la Légion française parachutée. J'étais là. C'était dans une première crise. Et puis plus tard, quand il y a eu d'autres crises comme les pillages et tout ça. Qui était atroce. D'ailleurs, c'est Pichi Banda qui l'explique avec vraiment précision et détaillé. Allez regarder Pichi Banda sur YouTube, c'est... Non, c'est cela. Moi, je le connaissais quand il était encore préfet des études au lycée Louis-Charles. Oui, il en parle. Il était préfet des études, je le connais parce que ma soeur a étudié là-bas. D'accord. Et donc, c'est quelqu'un, je le salue aussi en passant, quelqu'un qui a une grande générosité de partage. Donc, la crise économique qui a été succédée par une crise morale, la crise des valeurs, a fait que les parents ont perdu le pouvoir qu'ils avaient de fascination et d'orientation des enfants. Poussés à se débrouiller pour leur vie, ils ont gagné le droit au libertinage. Donc pas moyen de leur imposer des valeurs. Puis les parents n'ont plus les moyens d'imposer des valeurs. D'autant plus que le monde est tellement transformé que les parents eux-mêmes doivent réapprendre à comprendre le nouveau monde. C'est comme ça que ça devient difficile. Mais pour ceux enfants-là qui ont encore la chance d'avoir l'oreille pour écouter les parents, les fondamentaux, la lecture, j'ai toujours dit que c'était la voie royale pour ériger une personnalité autonome, libre, mais surtout consciente des limites. Parce que les livres vous donnent des limites de votre savoir. Vous voyez, donc, c'est-à-dire, vous pouvez expliciter un peu. Quand vous lisez un livre, quel qu'il soit l'auteur, quel que soit le domaine, vous lisez un condensé momentané d'un savoir. On peut lire un livre, on peut prendre, je prends un des livres que j'ai beaucoup aimé, qui m'a forgé. C'est un livre qui s'appelle La 25e heure. La 25e heure. Un livre écrit par Constant Virgile Giorgio. C'est un pope, un prêtre orthodoxe. D'accord. Ces livres, moi j'étais très jeune, je l'ai lu je crois à 15 ou 16 ans. Okay. Mais les livres ont forgé ma façon de voir le monde parce que les livres racontaient les souffrances des messieurs au niveau de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Okay. C'est qu'il a vécu toute la tragédie qui a été la sienne et surtout l'horreur de l'être humain. Donc quand vous lisez un livre, vous avez une situation que l'on vous raconte, en même temps les livres vous montrent les choses auxquelles vous n'avez pas accès. Donc vous avancez dans les livres en même temps avec joie, avec humilité. Parce que vous savez que même si vous avez lu tous ces livres, il y en a encore d'autres que vous n'avez pas lus. Justement. Et vous ne pouvez pas revendiquer un savoir minorisé parce que vous avez lu un seul livre. Un seul livre. Donc quand vous regardez le nombre de livres qu'il y a dans le monde, ah oui, c'est énorme. Alors le lecteur est un être humble. Et c'est que j'en ai lu 100, mais il y en a un million. Et jamais je n'aurai une vie pour lire tous les livres. C'est ce qu'on appelle la humilité. Et moi, j'ai développé une petite théorie de la vie
et c'est peut-être pour ça que vous m'avez invité, la philosophie de l'arithmétique. Vous savez, quand vous donnez un nombre à quelqu'un, n'importe quel nombre, vous choisissez n'importe quel nombre, entre 1 et 9. 8. Vous choisissez 8. Si vous êtes un 8, automatiquement, la conscience va vous montrer qu'il y a un 9 aussi. Et qu'il y a un 7. Justement. Donc, toute posture que nous avons dans la vie, elle nous impose de savoir qu'il y a plus faible que nous et plus fort. Et plus fort. Justement. Vous voyez, ce sont les deux limites de la vie. Alors, notre comportement serait quoi? C'est de protéger ceux qui sont totalement plus faibles que nous, mais aussi de servir ceux qui sont forts. Parce que c'est en donnant aux plus forts que l'on devient aussi fort. Et c'est fort ce que vous dites. C'est cela. Vraiment, donc, ça, on le comprend, et on le comprend progressivement. Quand on est dans l'aventure littéraire, l'aventure scientifique, l'aventure de la lecture, je suis intéressant sur la question parce que les livres, j'en ai lu beaucoup, des auteurs africains, et j'ai commencé à découvrir des livres d'engagement. D'accord. Il y a beaucoup de livres d'engagement, des livres qui bouleversent. Engagement politique, engagement social, engagement. Engagement, c'est d'abord philosophique. D'accord. Vous avez un engagement philosophique. Vous avez un auteur que j'ai toujours conseillé, moi, aux jeunes qui veulent lire, parce que cet auteur, il est contemporain, mais il nous a forgé il y a une vingtaine d'années. D'accord. Il s'appelle Paulo Coelho. Paulo Coelho, c'est un auteur brésilien. D'accord. Alors, les livres que je conseille à tout jeune, et que vous le conseillez aussi, c'est L'Alchimiste. D'accord, je vais faire mes recherches. Voilà, Paulo Coelho, c'est un auteur brésilien, il a écrit une trentaine de livres. Aujourd'hui, ce sont des best-sellers. À chaque fois que vous publiez un petit livre, même de 100 pages, le monde se l'arrache. Donc, c'est la première des choses. Paulo Coelho a écrit un livre qui s'appelle L'Alchimiste. En fait, dans ce livre, il retrace la quête individuelle. Chacun de nous a quelque chose qu'il veut obtenir dans la vie. Justement. Il a quelque chose qu'il a visionné, qu'il a idéalisé et qui constitue entre lui et la chose là. Il y a une route. Cette route-là, c'est ce qu'on appelle la route de l'alchimiste. L'alchimie, c'est la capacité de mélanger des choses différentes pour en puiser un élixir cohérent. C'est ça l'alchimie. L'alchimie d'une chose, c'est le mélange des différences. Et ça vous donne une indication. Et Paulo Coelho, c'est un des auteurs aujourd'hui qui peut reprendre quelqu'un là où il est tombé et lui ramener vers le chemin de la liberté et de l'espoir. Moi, je l'ai lu et je continue à le lire quand l'occasion. Vous en parlez avec tellement de passion que ça ne peut que donner envie d'aller lire. Vraiment, ça ne peut que donner envie de lire. Dans cet univers, mes sœurs, à qui j'ai rendu un grand hommage, mon grand frère surtout, lui, il était vraiment le soldat de la lecture, donc le sergent-major. Hein. Et puis j'ai moi-même commencé à aimer, je n'avais plus besoin qu'on m'oblige. Parce que vous avez trouvé goût et je m'en passais plus. Et ceux qui me connaissent depuis l'école primaire et même le secondaire, ils savent que j'ai toujours eu un livre avec moi. Quel que soit l'endroit où je suis, si je dois sortir, aller quelque part, tout ça, j'ai toujours un petit livre à lire. Si je n'ai pas un livre, c'est pratiquement devenu une forme d'addiction. Ah ouais, c'est fort. Je pense que nous, dans la génération actuelle, c'est plutôt les téléphones qui ça a tout remplacé. Ça a tout remplacé. Après, moi, je pense que même dans le téléphone, parce que maintenant, on a accès aux livres aussi dans le téléphone. Il y a les livres audio également. Oui, c'est pas la même chose. C'est facile, tout ça. Parce qu'on choisit pour vous. On vous propose des choses. C'est ça. Dans une bibliothèque, on ne choisit pas pour vous. C'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez. Et quand on a la liberté de choix, on a la liberté d'évolution et on reste autonome. Justement. Quand vous allez sur un site, c'est vrai que dans les sites, on peut faire des recherches. Mais même les moteurs de recherche, ils te proposent justement des paradigmes qu'on a étudiés de vous. Justement, c'est ce qu'on appelle, je pense, c'est la boucle des confirmations. Si vous regardez des images, vous faites des recherches des sujets sportifs, vous aurez que des propositions sportives. Voilà. Il va pas s'élargir. Si c'est de la politique, vous aurez plus de propositions politiques que autres. Donc, en gros, l'algorithme vous impose une ligne de conduite. Et c'est comme ça, et parce que vous êtes d'abord et avant tout un client. Vous êtes un client. Donc, nous avons tendance à oublier que le progrès technologique de l'humanité a élargi simplement les plateformes de commerce. Le commerce, donc, ça signifie la capacité de faire consommer à
aux autres les produits que l'on a mis sur le marché, c'est la loi du marché qui a triomphé. Et pourtant, nous avons d'autres lois. La loi du cœur, la loi du progrès, la loi de la liberté, la loi de l'égalité. Ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Eh bien, tout le monde vend quelque chose. Tout celui qui découvre quelque chose doit d'abord étudier, ça va me rapporter quoi. Et cette logique-là a imprimé au monde une dynamique marchande. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les plus grandes valeurs qui triomphent, ce sont les valeurs marchandes. Nous sommes des numéros et notre plus grande force, c'est notre carte bancaire. Donc si vous avez une carte, eh bien, vous avez accès à tout, qui que vous soyez. Oui. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Vous avez totalement raison, j'adhère totalement à ce que vous dites. Et les journalismes dans votre vie, quand est-ce que... Alors, vous savez, je termine, d'abord il y a une petite... les anecdotes, et nous on prend une parenthèse. Une forme de doute dans le choix, parce que quand je suis attiré un peu par la prêtrise, parce que la plupart de mes amis vont aller au séminaire. Mais je pense qu'à une époque, tout le monde voulait devenir prêtre finalement. Oui, voilà, nous avons évolué dans cette culture. Oui. Et vous savez, en Europe, dans certains pays, les meilleurs des fils d'une maison, ce sont ceux qu'on a menés à l'armée. Nous aussi, quand on était enfants, les mères d'entre nous devenaient prêtres. Est-ce que c'est bien ça déjà parce que je veux dire que c'est quelque chose qui nous a été inculqué par l'homme blanc. Oui, non, je dis de ce que j'ai vécu, mais bon, vraiment, Dieu merci, je ne suis pas devenu prêtre. J'ai un ami qui aujourd'hui, d'ailleurs, quand je parle, il me suit, il est prêtre. D'ailleurs, il est prêtre ici en France. Donc, il est prêtre en France. Il est aussi, il vient de l'armée parce qu'il est colonel, il est un colonel. Mais il est prêtre et il va certainement devenir professeur d'université. Et avec lui, nous partageons la même philosophie. Enfin, le même goût pour la philosophie parce qu'il fait des études en philosophie. Alors, je me rappelle, quand je discute avec lui, il y a une trentaine d'années, j'ai dit, mais tu vas aller au séminaire? Oui, je vais y aller. Tu tiendras, je tiendrai. Alors, il va devenir prêtre pour nous deux. D'accord. Donc vous êtes en partie prêtre par lui. Par lui. D'accord. Parce que lui et moi, nous sommes nés presque dans la même maternité. D'accord. Et nous étions des voisins, au point que nos parents étaient tellement amis que nous avons cassé les murs mitoyens entre les deux. Vraiment devenu une famille. Donc, et quand ma mère allait au marché, et puis moi j'étais bébé, ma mère me laissait chez sa mère. D'accord. J'ai pris le lait maternel de sa mère. D'accord, c'est fort. Sa mère aussi, quand elle allait quelque part, elle le laissait chez ma mère. Et parfois, nous étions tous les deux en train de téter au sein de ma mère ou de sa mère. Ah ouais, énorme. C'est votre frère jumeau, on va dire. Notre frère jumeau, et d'ailleurs, jusqu'à ce jour, nous sommes des jumeaux. Nous avons donc fait avec lui toute l'école primaire ensemble. D'accord. Et jusqu'à ce qu'il est allé maintenant vers les hommes. Il est devenu prêtre. Et il habite quelque part, je ne vais pas simplement le citer. D'accord. Je préfère garder aussi. Mais j'aimerais justement partager mon plateau avec lui aussi, s'il le souhaite, bien sûr. C'est le père Adrien, et il se reconnaîtra dans ce que j'ai dit. Il n'est pas très loin, il est dans une des très belles villes de France, parce qu'il est à Rouen. D'accord, il n'est pas très loin. Il est à Rouen et il vous recevra très bien. D'accord. Lui, il m'a fait découvrir la Neuf, l'église de Jeanne d'Arc. D'accord. Voilà. Donc, on va organiser ça, Donc, je n'ai pas cette vocation. Je continue donc mon chemin. Alors, je suis intéressé par les études d'économie. Parce que, évidemment, je termine les études commerciales aux humanités. Je termine les études commerciales, on le dit toujours. Et je suis intéressé, je dois aller faire les études d'économie. C'est cela qui est mon objectif. Mais à notre époque, pour entrer à l'université, avoir une place à l'université, c'est un chemin terrible, c'est un chemin de combattance. L'inscription à l'université est une des choses les plus difficiles à obtenir. À l'époque où nous arrivons à l'université. Est-ce que ça passait par un concours? Pas de concours, c'était simplement des recommandations et des quotas. D'accord. Des quotas, des contrôles et des quotas. Donc, là, on parle de quelle période, quelle année? Nous
aux années 80, hein, donc vers la fin, parce que moi j'ai eu mon diplôme en 85, donc pour rentrer à l'université 86, on doit postuler normalement, j'ai quand même fait un pourcentage assez bon, mais je ne suis pas retenu. Les listes sortent, je deviens donc un étudiant libre. Je vais à l'auditoire, j'étudie jusqu'à ce que j'espère qu'avant la fin de l'année, mon nom pourrait être régularisé. Waouh! Et c'était pas facile, il faut tenir. C'est ça. J'ai fait des interros, j'étudie, j'ai payé mon transport, mais je n'ai aucun espoir. Il n'y a pas d'assurance que vous êtes inscrit. C'est pour ça que j'ai quand même étudié, et ceux qui me connaissent savent pas ça. J'aime tellement étudier que je faisais les répétiteurs de mes amis. Et c'était à la Cassapa? À la Cassapa. Je suis passé par là aussi. J'ai fait 2 ans à Cassapa. Voilà, à Cassapa, et nous allions sous les arbres manger les beignets et tout ça. Malheureusement, j'ai fait la session, j'ai quand même eu des bons points, j'ai me distingué à l'époque, mais je n'étais pas inscrit. Waouh, c'est stressant. Quand les listes arrivent, en définitive, elles arrivent. Les listes arrivent à la fin, on est pas. Je suis jeune, je suis très jeune, je suis pimpant d'énergie. Bon, je dis, je veux continuer. Voilà, c'est pour ça que je vais aller à Kinshasa. 2 ans après, je vais à Kinshasa pour pouvoir étudier. Et les mêmes scénarios vont se répéter, mais nous sommes déjà dans les turbulences du changement dans le pays, démocratique. Alors, j'ai quand même une certaine expérience d'université, pas pour de l'État. J'ai donc une compréhension un tout petit peu des événements politiques dans le pays. J'ai des contacts avec quelques certains leaders. Et voilà, je deviens naturellement un peu les leaders d'un mouvement, l'un des leaders du mouvement qu'on appelle le mouvement de l'unité. Nous sommes à l'université de Kinshasa. Et c'est autour de ce mouvement-là que l'université va avoir beaucoup de problèmes. Nous allons être pratiquement radiés un tout petit peu, hein, parce qu'on s'est dit, bon, ce sont des gens qui font l'activisme. Et les universités vont être fermées. Ils vont fermer l'université carrément. On va fermer, toutes les universités vont fermer. Pendant combien de temps? 2 ans. Là, on est sous la dictature de Mobutu. 2 ans, on a fermé les universités. Et nous n'avions pas des familles à Kinshasa comme on l'espérait, parce que bon, on a des contacts, mais on fait déjà au home. Oui, c'est ça. Donc, ils ont fermé les homes aussi. On a fermé les homes. Waouh. Comment faire pour vivre dans une vie que vous ne connaissez pas? Alors, c'était pas facile. J'ai donc réappris à me débrouiller autrement. J'ai commencé à faire le maraîchage. D'accord. Donc, je suis devenu un producteur de tomates. Je faisais des tomates. Je faisais les légumes et tout ça. Et on allait les vendre à qui pouvait les acheter. Et ça nous a permis quand même d'avoir des relations avec la terre. Je l'avais un peu avec mes parents. Mais là, j'ai quand même appris que ce que mon père me faisait faire là, les jardins, ça n'a rien sens. Donc j'ai commencé à vendre des tomates, j'ai même travaillé comme ouvrier. D'accord. Pendant ces 2 années-là, c'était pas facile. Et puis un ami me dira, mais il n'y a qu'une seule université qu'on n'a pas fermée. C'était l'ISTI. D'accord. On n'a pas pourquoi les temps passent, il me dit, mais écoute, les temps passent. Cet ami-là que je salue, il est en Afrique du Sud aujourd'hui. Il s'appelle aussi Willy comme moi. D'accord. Les temps passent, mon ami. Au début, on voulait faire ce qu'on aimait. Oui. Là, par la force des choses. Maintenant, on doit aimer ce que l'on fait. Donc, il faut faire tout ce que l'on peut faire. Justement. L'essentiel est d'avoir un diplôme universitaire. Donc, moi, j'entre à l'ISTI. Heureusement, c'est le seul institut qui n'était pas fermé et où on entrait par concours. D'accord. Donc, j'ai fait mon concours. Et là, je suis accepté. Mais je dois recommencer la première année. Voilà, comme ça, je suis approché d'abord par la recherche d'un parchemin. Je n'avais pas du tout pensé que je pouvais devenir journaliste. Mais quand vous regardez mon parcours, vous vous rendez compte que malgré moi, surtout sans moi, le destin a posé les jalons qui me conduisaient tout doucement vers le journalisme sans que moi-même j'apprenne. Justement, je pense que même tout petit déjà, elle fait la lecture, les informations. J'écrivais, j'avais déjà ouvert un journal personnel à l'âge de, je crois, 14 ans. Donc j'écrivais, j'ai
écouté les infos. Oui. Mon père vous a préparé sans le savoir. Sans savoir, on m'avait imposé. Moi, je crois en 5e primaire. Je me rappelle, je connaissais tous les pays d'Europe, leur capitale. D'accord. Alors, mon père me disait, alors, c'est quoi quel pays? Belgrade, c'est où? Tchécoslovaquie. Donc, je connaissais à peu près. Parce que chaque soir, il me racontait l'histoire de l'Europe et il me racontait la géographie du monde. Donc, ce sont les deux fondements du journalisme. Donc, je deviens journaliste et je me surprends d'avoir été préparé à ça sans que moi-même j'y conscience. Je continue donc à développer un rêve de devenir un économiste parce que mon rêve ne me quitte pas. Mais en même temps, le corps, l'esprit, l'âme, tout ça est préparé avec le journalisme. Alors j'arrive par la force des choses au journalisme et je vous dis que c'est là où je mets la main du destin. Je suis vraiment reconnaissant à l'égard de Dieu parce que je suis inscrit en premier graduat. Je n'ai pas de moyens pour payer, mais il faut donc travailler. Je ne sais pas faire le travail, donc je ne peux pas rentrer dans les usines. Je travaille à la 13e rue de Kandou. Je ne sais pas faire les champs parce que nous étudions de 8h à 17h. C'est compliqué de combiner le travail et les études en même temps. Donc il me faut trouver un travail dans le domaine qui est le mien, le journalisme. Je suis donc en premier graduat. Je vais demander un stage dans un journal qui s'appelle Le Standard. D'accord, c'est la presse écrite. Presse écrite. D'accord. Parce que c'est un peu préécrit. Oui. Mais à l'époque, quand moi je suis en premier graduat, au niveau de la télévision, il n'y a que la télévision nationale. Aux RT, c'est ça? Aux RT. Et voilà comment le destin va me donner quand même une passe extraordinaire. J'arrive dans ce journal où il y a un certain Kasson Robin Nassor, il est étudiant en première licence lui, mais il est aussi quand même rédacteur en chef adjoint de ce journal. Alors on nous répartit les tâches, on me dit bon il faut aller faire une enquête sur les enterrements, parce que nous venons de terminer les cycles, Mobutu a fait son discours, il y a le pluralisme politique a commencé, donc les gens ressentent la liberté. Là c'est après les fameux discours, comprenez mon émotion. Voilà. D'accord. Quand il fait son discours. Alors maintenant, on me demande d'aller faire une enquête sur comment les mœurs sont en train de changer. D'accord. Surtout la manière d'enterrer. Parce que les inhumations à l'époque, ça se faisait dans toute la discrétion. Mais à partir de 90, les gens commencent à sortir avec les corps. Ok. C'est promènent dans la rue et tout. Moi, je prends ça au sérieux. Je vais dans tous les cimetières. D'accord. Ah ouais. Ça, bon, quelques-uns en tout cas. J'ai fait mon enquête, je cause avec les cormons, je cause avec les fossoyeurs. Donc j'ai fait mon enquête dans 4-5 cimetières. D'accord. Je viens avec les données, j'ai fait un papier. Oui. J'ai quand même une petite formation morale et psychologique, surtout philosophique. Je me pose la question si la liberté acquise politiquement ne remettait pas en cause les fondements moraux de la société. Oui. Je disais que l'exercice de la liberté, tel que est en train de se dérouler au Zaïre à l'époque, allait faire effondrer les bases morales de la société. Oui. Parce que les gens en font un peu trop. Oh, ouais. J'ai fait mon article, je l'ai déposé, le rédacteur en chef l'a lu, il a trouvé bon, il a corrigé, tout ça. L'article a été publié. D'accord. Parce qu'il est publié, cet article, donc les noms apostoliques, à l'époque, donc l'ambassadeur du pape à Kinshasa est abonné au journal Le Standard. D'accord. Donc on amène le journal à l'annonciature. Lui maintenant il commence à lire, il lit par la politique, il tombe sous cet article, oui. Fait de société. Oui. Il dit mon Dieu, il faxe l'article. D'accord. Au Vatican. Ah ouais. Au Vatican. L'article arrive chez le secrétaire d'État au Vatican. Celui-là, il le lit, il en fait une note. Okay. Il a fait une note, ça devient une petite préoccupation. Il renvoie cet article à Radio Vatican pour le débat. D'accord, ils ont débattu sur votre article. Le premier. Ok. Ah c'est ouais. Le premier. Malheureusement, je n'ai pas D'accord.
on n'a plus d'archives avec la mutation technologique. C'est ça, les supports matériels sont... Mais je suppose au Vatican, on va le trouver. Et il y a un débat donc le soir sur Radio Vatican. On appelle des prêtres, des eschatologues, des exégètes, des théologiens. Ils font un débat sur l'effondrement moral que la liberté, le multipartisme a amené. Et on cite effectivement l'article, on cite le journal, on cite le nom de l'éditeur. Le lecteur, il est content. Ben oui, c'est... Il s'appelle M. Moutamba, il est encore en vie. Gaston Moutamba, il est très content. Il ne me connaît pas, moi je suis un petit stagiaire. C'est ça. Ah, c'était pas votre signature en plus? C'était mon signature, mais bon, j'ai signé, mais vraiment comme ça. Okay. Il appelle, quand il revient le lendemain, il dit, mais qui a signé? Tout le monde l'appelle. Ben oui, c'est ça. Alors c'est comme ça qu'il m'appelle, il veut venir. Toi tu es qui? Non, non, moi je suis un stagiaire. Tu es en quelle année? Je suis en première. Tu as écrit tout ça? Je dis, non, non, on m'a aidé. Oui. Moi je ne savais pas. Oui, c'est ça. Alors il dit, non, je vous engage. D'accord, ça va trop vite là. Je vous engage, vous allez entrer ici, dans le cabinet de l'éditeur. Vous travaillez directement avec moi et avec les autres. Voilà comment je suis brillé au journalisme et ça va aller très vite. Je travaille au Fanda, après je passe à un autre magazine, un journal qui s'appelle Politique Hebdo, qui est un très bon journal. Et puis ça va aller vite, le Politique Hebdo, je vais aller à Noir sur Blanc, je vais travailler au bâtisseur, je vais travailler au soft. Donc j'ai fait dans la presse écrite comme ça 5 ans où j'apprends les rudiments du métier. Et en même temps, je me rends compte qu'il y a un autre média qui est en train de se monter, c'est la télévision. La télévision privée. Donc pendant que je suis en train de faire la presse écrite, je m'intéresse aussi à la télévision privée et je vais frapper ma porte à Antenne A. Nous sommes donc dans les années 95. D'accord. J'arrive et je suis le tout premier journaliste qu'Antenne A va prendre parce qu'il y a 2 animateurs, mais je suis le premier journaliste. Et j'entre en Antenne A et je vais y faire tous les temps que les gens ont. Justement, je pense que 2009. Les gens vous reconnaîtront sûrement. Voilà, donc je mettrai en place en 1997 l'émission Droit à la parole. Et les passages de la presse écrite à la télé, ça, vous avez connu des difficultés ou ça a été assez... Parce que évidemment, je ne vous ai pas dit que quand je commence à monter maintenant, j'ai fait la presse écrite, c'est vrai, en graduat, mais en licence, j'ai fait la télé. D'accord. Et j'ai fait aussi l'économie. Donc, voilà. Donc, ça ne vous a pas quitté finalement l'économie? J'ai donc eu une licence en journalisme économique. D'accord. Économique, option télé. D'accord, ok. Donc j'ai récupéré un peu mon goût pour l'économie, aussi ma tendance vers la télé. Et je suis allé donc à la télé. J'ai travaillé à la télé et je n'avais pas lâché la presse écrite. La presse écrite. D'accord. Vous êtes plus pour l'apprentissage que l'autodidacte, je pense. Je suis un autodidacte parce que je me suis donné comme motivation d'expérimenter tous les genres journalistiques et tous les supports journalistiques. Donc, j'ai commencé par la presse écrite et je suis allé à la presse audiovisuelle. La seule chose que je n'ai pas faite, c'est la radio. La radio, d'accord. Mais pour la télé, je l'ai fait pendant toutes ces années et un peu plus tard, vers les années 2006, je vais créer maintenant mon propre organe. Géopolis, justement. Géopolis, qui a notre histoire. Qui a plus de 18 ans aujourd'hui, je pense. Oui, nous sommes en train d'aller vers la 10e année, mais nous avons 18 ans. Géopolis a été créé en 2006, le 18 février. D'accord. Et c'était d'abord un magazine, parce qu'il fallait aussi développer la connaissance sur la quadrichromie, sur la production des magazines. C'était pas facile, c'est donc les premiers magazines de notre pays qui avaient comme option de s'occuper des questions minières et des questions des ressources naturelles. Donc j'ai créé ce magazine en 2006 parce que 4 ans avant, nous avons déjà un nouveau code minier. Les domaines des mines commencent à devenir extrêmement importants et beaucoup d'opérateurs internationaux arrivent au Congo
et la presse ne parvient pas à saisir cette actualité. Justement. Et il n'y a pas de canon, il n'y a pas d'instrument théorique, il n'y a pas d'approche stratégique. Donc je me dis, bon, je vais me lancer. Je me lance donc dans le domaine de la connaissance sur les mines. Et ça a pris tout de suite? Les besoins étaient immenses. Ouais. Les besoins étaient immenses. Les jours de l'inauguration, du lancement du magazine, j'ai fait ça plein de lignes. Okay. J'ai 4 ambassadeurs. L'ambassadeur de Belgique, l'ambassadeur de France, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire. J'ai d'autres ambassadeurs. J'ai des représentants de plusieurs structures. Okay. Les ministres des Mines est là, les ministres de la Communication est là. Parce qu'ils se rendent compte que, évidemment, c'est le premier support qui va relater la renaissance économique du pays. La vie économique, carrément. Du pays, parce que les mines commencent à apporter quelque chose. Après la chute de la Gécamine, après la chute de Sokimon, la chute de Sakima, toutes les entreprises minières à capital d'État ne fonctionnaient plus. On avait donc pratiquement atteint le chiffre 0. Ah ouais. Alors il a fallu la création des partenariats pour que certaines viennent. Oui. Et c'était dû à quoi cette crise? La crise d'abord était économique. La Gécamine était la première entreprise qui s'est effondrée. N'oubliez pas qu'en 89, il y a l'effondrement de la mine de Kamoto. C'était une mine principale. Okay. Et vers les années 90, il y a eu des événements d'intolérance tribale au Katanga. Ça fait que plus de la moitié des travailleurs de la Gécamine sont rentrés dans leur région d'origine. Et malheureusement, la mine s'était effondrée. Et les cours et la Gécamine étaient tellement endettés qu'ils ne pouvaient pas renouveler son unité de production. Parce que la majorité des travailleurs ils venaient du Kasaï. Bien sûr. Alors, quand vous rentrez au Kasaï, c'est la même chose aussi. La MIBA ne pouvait plus fonctionner très bien. Donc quand vous allez vers la province orientale à l'époque, au Kimon aussi était totalement en faillite. Donc les secteurs miniers du Congo n'ont pas survécu à la liberté politique dans le pays. Parce que pour que vous fassiez des mines, il faut qu'il y ait de la paix. Il faut qu'il y ait de la paix, justement. La paix. Donc les entreprises ont succombé. Et avec les codes miniers de 2002, il y a eu une reprise progressive. Il y a eu donc, quand nous mettons en place Géopolis Magazine, le pays connaît déjà autour de 4 à 5 milliards d'investissements dans le secteur. Il y a une certaine stabilité qui commence à revenir. C'est pour ça que le support est bien accepté. Bon, ça se passe très bien jusqu'en 2008, quand il y a une crise mondiale, la crise qui a cassé. Là, ça a touché quasiment tout le monde. Hein. C'est pas que la RDC. Aussi, malheureusement, pour nous aussi, le chemin des difficultés. Donc, nous sommes en mode survie. Il faut tenir la main, il faut garder la maison. Voilà, donc je parle de moi-même. Hein, oui. Alors, si vous ne me posez pas de questions. Je ne sais même pas où poser de questions, vu que je me rends compte que je suis en face d'un journaliste. C'est votre métier. Justement, je pense que je vous laisse comme ça vient fluide, comme ça je vous laisse parler. Ça me fait plaisir d'en parler, parce que ça remonte des souvenirs. Donc l'aventure d'Antenne A a été pour moi extraordinaire. J'arrive à Antenne A, il n'y a pas de journal télévisé là-bas. Il faut tout mettre en place. Est-ce que c'est l'arrivée de la télé aussi? C'est l'arrivée de la télé privée, c'est la première chaîne de télévision privée, mais ils ont des restrictions, ils ne peuvent pas faire des informations. Ah, pour ne pas concurrencer la chaîne nationale. Oui. Alors, ils sont déjà en train de fonctionner. Moi, je dis, mais on doit faire autrement. J'essaie de demander, on me dit, niet, pas de. Alors, en plus, à l'époque, c'était Mobutu, donc ça ne rigolait pas. Non, c'était non. Ça ne rigolait pas. Alors, je me donne une émission de 30 minutes qui s'appelle Métier du monde. Okay. Métier du monde, donc je pars du principe qu'il n'y a pas de son métier. Chacun de nous a un métier sur lequel il fonde son destin. Et alors, il faut faire découvrir ses métiers. Tous les métiers. Je commence par cireur de chaussures. Je suis là, tu étais sur le terrain. Je suis sur le terrain avec caméra. Et j'ai fait une centaine d'émissions. Donc, j'apprends les maroquiniers, les cuisiniers, les pharmaciens. Je suis partout dans tous les métiers. Ça élargit mon champ de connaissances sur les différents métiers. Et pourquoi ça n'existait plus, ce genre de programmes? Parce que ça ne rapportait plus. Aujourd'hui, on
est dans les programmes toxiques et à grosse consommation. Ouais, c'est ça. C'est la musique, c'est le sport. C'est difficile. Parce que derrière les tireurs, quelle industrie vous allez trouver? Non, personne. Qui va faire la publicité? C'est ça. Il n'y a pas de coupage, comme on dit. Il n'y a pas. Donc je travaille comme ça sur ces principes jusqu'en 97, quand l'AFDEL arrive. Donc j'ai vu encore un deuxième changement. Oui, l'arrivée de l'AFDEL. Profond. Le changement va entraîner les chaînes de télévision à la rencontre des nouvelles autorités. Et justement, et là c'est l'arrivée des Kabila, le monsieur Laurent Désiré Kabila qui arrive. Le Kabila arrive et tout de suite là, c'est un révolutionnaire, un homme de gauche. Il faut la pensée imposée, nous devons être révolutionnaires ou disparaître. Alors moi je me propose, pas directement, mais aux gens qui l'avaient mandaté, j'ai dit mais nous pouvons faire quelque chose ensemble. Vous n'avez pas besoin de fermer nos chaînes. Vous pouvez seulement prendre dans nos chaînes des espaces pour faire passer votre message. Ça a été entendu et c'est comme ça qu'en 1997, je vais mettre en place l'émission Droit à la parole. D'accord. C'est une émission qui est née un peu comme pour protéger Antenne A contre la boutonnerie des politiques. Et c'est une émission qui vous identifie le plus, je pense. Absolument, parce que la première émission est faite. Pourquoi? Parce que j'ai vais à l'université de Kinshasa pour filmer le premier discours de l'AFDEL. Je suis le seul journaliste qui a été accrédité. Alors j'ai donc les images de cette manifestation. Pendant laquelle manifestation, les étudiants sont vraiment montés contre l'AFDEL. Ils posent beaucoup de questions, c'est pas facile. Je filme tout ça. Alors l'AFDEL n'a pas l'occasion de réagir parce que les étudiants se rebellent. Donc quand je rentre avec les images à la station, à la chaîne, les gens de l'AFDEL savent que ce journaliste a les images. Alors ils nous font pression pour me demander si soit qu'il faut effacer les images, parce qu'il ne faut pas les diffuser. Parce que ça ne joue pas à leur intérêt. Pas du tout. Moi je dis non, on ne peut pas effacer ça. Par contre, ces images existent comme les questionnements des étudiants. Quand vous n'avez pas eu l'occasion de répondre à l'université, venez répondre à la télé. Venez répondre à la télé. Je prendrai ces questions, je les mettrai. Vous répondrez. Ils acceptent. D'accord. Donc je mets en place la toute première émission dans ces conditions-là. D'accord. Et c'est évidemment le monsieur Mounian Penda, qui était conseiller du secrétaire général, qui répondra. Et moi je vais mixer les questions des étudiants et les réponses d'AFDEL. Ainsi, j'avais pu faire gagner cette émission-là. D'accord. C'est l'émission zéro. Vous avez été souple, ce qui est sinon. Ah oui. Et nous avons donc évolué comme ça, jusqu'à ce que l'émission a pris maintenant son ampleur. J'ai reçu d'ailleurs comme premier invité de cette émission-là le pasteur Léopold Mutombo, l'apôtre aujourd'hui. Oui, Amen TV. D'accord, d'où j'ai fait mon stage, que je salue de loin. D'accord. Donc j'ai reçu dans cette émission-là. La première que j'ai élaborée normalement, c'est lui à qui je l'ai confié. D'accord. Et il a accepté. Et puis sur le plan politique, j'ai reçu Vital Kamerhe. D'accord. Voilà, donc ces émissions ont en réalité des émissions fondatrices. Oui, justement, ça a posé les bases. Les bases. Donc j'ai donc pris ce choix-là. Je prenais les politiques, je prenais aussi les religieux, les spirituels. Et j'ai reçu donc comme ça beaucoup de pasteurs. Quand j'ai considéré que c'était une restauration de l'être congolais et que, en même temps que la politique évoluait, il fallait que les valeurs aussi évoluent. Justement. Donc j'ai reçu pas seulement des pasteurs, des prêtres, j'ai reçu même des musulmans, j'ai reçu bien sûr, j'ai reçu même des Tibétains. D'accord. Dans cette émission, même des gens que vous ne pouvez même pas imaginer. J'ai reçu néanmoins dans ces émissions. D'accord, personne âme. Un grand esprit. Voilà. J'allais même jusque chez lui. J'ai reçu des gens qui venaient d'Europe et tout, des gens qui venaient d'Amérique, tous ceux qui avaient une connaissance spirituelle, moi je les recevais aussi. En même temps, j'ai reçu des chefs d'État. Donc j'ai quand même fait. C'était vraiment droit à la parole et tout le monde avait droit à cette parole. Tout le monde avait droit à la parole. Et ça a évolué comme ça
je serais j'ai dû quitter Antena, mais l'émission continue parce que c'est ma propre création. J'ai quitté donc Antena en 2009, mais j'ai créé Géopolis en 2006. D'accord. Et je pense qu'il y avait il y a une chaîne de télé Géopolis aussi. Bien sûr, depuis 2019. D'accord. Depuis 2019. Donc quand nous avons élaboré en 2011, parce que nous avons 2006, nous créons le magazine. 5 ans après, en 2011, il y a des élections, il y a une pression, une demande de couverture, mais je ne veux pas non plus je ne veux pas détruire la ligne éditoriale du magazine. Alors je dis non, pour ça nous allons faire un autre support qui va lui prendre l'ensemble des éléments qui sont des éléments politiques. D'accord, donc parlons des chaînes de télé, parce qu'aujourd'hui au Congo il y a une explosion des chaînes de télévision. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous vivons une époque qui n'est pas simple. Parce que nous avons connu une migration qu'on appelle la migration vers la TNT. La TNT, c'est la télévision numérique terrestre. Ça signifie que là où vous avez une fréquence, vous pouvez y imposer aujourd'hui, grâce à la technologie, plusieurs chaînes. Là où vous avez une seule chaîne, au lieu d'avoir 50 Alors ça veut dire que l'offre a beaucoup augmenté. La demande a diminué. Et quand l'offre augmente énormément, vous avez malheureusement la parole du choix. Les gens ne suivent même plus. Est-ce que vous pensez que les politiciens ont aussi géré cette mutation? Ils l'ont mal géré parce qu'ils se sont accaparés de toutes les fréquences. Chacun a voulu faire sa chaîne. Aujourd'hui, vous avez n'importe qui a sa chaîne de télévision TNT. Les écrivains ont des chaînes, les musiciens ont des chaînes, les paroissiens ont des chaînes. Il y a même des maisons, comment on appelle ça, des maisons de santé. Finalement, ça ne veut plus rien dire une chaîne de télévision. Non, rien du tout, ça devient un canal par lequel les gens font du narcissisme et se mirent. Donc, il y a énormément de chaînes, sont autour de 300. C'est pas facile de trouver du contenu. Donc, ce sont des chaînes à production de contenu, mais il n'y a pas de contenu parce que la télévision, c'est quand même des moyens. Et ces chaînes-là, nous sommes entrés dans la création de ces chaînes sans avoir créé l'écosystème économique. C'est ça, je pense que même techniquement, il faut avoir des moyens, c'est pas facile. À une caméra, il faut avoir des studios, il faut avoir des gens, des personnels. Il faut avoir des personnels. Mais il faut qu'il y ait aussi de la publicité. C'est ça, des publicités. Parce qu'il y a les réseaux sociaux aussi qui concurrencient maintenant la télévision. Les réseaux ont tout pris. Aujourd'hui, pour nous qui faisons un tout petit peu de l'analyse, les réseaux sociaux, c'est notre média. On est obligé de passer par là. C'est aujourd'hui, les médias traditionnels doivent avoir le reflet dans les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux n'ont pas besoin des médias, mais nous avons besoin de réseaux sociaux. Justement. Est-ce que vous pensez que dans la qualité du traitement de l'information même? Non, là il y a un problème parce que dans les réseaux sociaux, vous avez des gens qui n'ont pas été formés, parce qu'il y a un problème de formation aussi en tant que journaliste. C'est un métier important qui ne dépend pas du support, qui ne dépend pas de la technologie, mais c'est un ajustement de la conscience et de l'intelligence. C'est un ajustement des valeurs auprès des gens. Un journaliste est d'abord et avant tout un chevalier. Donc il n'a pas besoin d'avoir d'instruments pour exister, il existe par ses valeurs. Alors ce journalisme-là, qui n'est malheureusement de plus en plus pratiqué, a laissé place à ce que moi j'appelle un mercenariat des médias. C'est des gars qui travaillent essentiellement pour une personne ou pour une idée. Nous travaillons pour la communauté, mais la plupart d'acteurs aujourd'hui travaillent pour des individus ou travaillent pour un objectif précis. Moi, je fais mon émission pour commencer à insulter tel. Ce qui est dommage. Ce n'est plus le journalisme, ça fait longtemps que le journalisme de qualité a disparu et les réseaux sociaux sont aujourd'hui malheureusement les véhicules principaux de ce journalisme que nous condamnons. Bon, c'est pas de leur faute. Est-ce que c'est faute à la qualité de la formation ou c'est parce que tout le monde peut s'improviser journaliste aujourd'hui? Donc la technologie, les habitudes, les faits ont été plus importants que la régulation. La loi est en retard.
les régulateurs ne parviennent pas à suivre les rythmes d'évolution. Pourtant, des lois qui sont votées, qui sont mises en place, mais qui ne sont pas respectées. Devient à peine. Pour nous, chez nous, au Congo, c'est à peine que la loi sur le numérique vient de se faire. La loi sur la presse, nous avons fait beaucoup d'efforts pour pouvoir avoir une nouvelle loi. C'est seulement maintenant que cette loi-là implique les réseaux sociaux, implique la presse en ligne. Parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a aussi des médias en ligne. Donc les médias en ligne n'étaient pas encore pris en compte dans l'ancienne loi. C'est maintenant seulement. Mais cette loi n'a pas encore les modalités pratiques, n'a pas encore les modalités sur l'exécution. Donc nous sommes encore en retard. Il faut faire beaucoup d'efforts pour que nous anticipions sur les mutations qui viennent. C'est pas fini, hein, ça va se développer. Ah oui, là c'est que le début du commencement. Aujourd'hui, nous avons l'interaction d'images. C'est ça. Aujourd'hui, nous avons l'intelligence artificielle qui arrive aussi en puissance, oui. Alors, nous allons voir des journaux télévisés où vous avez des individus virtuels qui présentent. C'est ça. Donc, vous allez avoir des voix qui sont des voix clonées pratiquement. Justement. Alors, quel deviendra le journaliste si l'intelligence artificielle peut tout faire à la journaliste? Pensez-vous que ce métier est en voie de disparition? Il est en voie de mutation. Certains de ces formats vont disparaître. Ceux qui ne vont pas comprendre, ça va se retrouver en train de pleurer. Et de toutes les façons, nous rejoignons certains intermédiaires entre la source d'information et les publics. Alors si la source d'information se spécialise énormément et que le public substitue l'intermédiation par des machines à bien, c'est comme des voitures automatiques qui vont se conduire seules. C'est ça, c'est justement ça. C'est un métier qui ne peut survivre que par l'attachement à des valeurs. Mais le métier disparaîtra s'il s'inscrit dans la technologie. Si c'est la technique qui fait de toi un journaliste, alors sache que tu vas disparaître. Vous avez raison. Absolument. Vous avez raison. Ce qui fait le journaliste, c'est beaucoup plus la capacité humaine de déceler les besoins de la société et de défendre toujours la liberté d'accès à l'information et la liberté de penser. C'est d'abord un métier de valeur avant d'être un métier technique. Et si la technologie qui va avancer, qui va remplacer l'homme, elle ne pourra jamais remplacer la pensée humaine. Mais pour les institutions d'aujourd'hui, est un grand défi. Vous parlez de liberté, vous pensez que pour ne pas parler journaliste, vous pensez que la presse congolaise en majorité est libre de traiter l'information comme il veut? Elle est libre parce qu'il n'y a pas vraiment de censure, mais elle est prisonnière de ses incapacités. Incapacité technique, financière? Financière, parlons pas, c'est évident. Incapacité de valeurs, incapacité d'accès au code de la déontologie et aux bonnes pratiques. Alors, quand vous n'êtes pas initié à un métier, eh bien, votre liberté est une prison. Parce que chaque fois que vous posez un acte, on vous emprisonne dans l'erreur. Donc, c'est un problème réel aujourd'hui. Les journalistes sont là, ils sont libres, mais ils sont libres surtout de faire des bêtises. Il y en a beaucoup et beaucoup n'ont pas de bêtises. Les gens ne veulent pas se discipliner. Aujourd'hui, vous êtes à la recherche du buzz. Le buzz, c'est quel type de format dans les journalistes? Ce qui est dommage. Ce qui est dommage. Nous cherchons l'audimat. L'audimat signifie des personnes conscientes qui ont consommé votre produit avec lequel vous êtes en interaction. Vous voyez, aujourd'hui on parle de... C'est viral. Vous voyez, on dit, sa vidéo est devenue virale. Mais ce qui est viral n'est pas bon. C'est ça, et cette viralité, c'est que le nombre de vues, le nombre de partages. Voilà. Donc on peut facilement, nous savons très bien que les bêtises, les insultes circulent plus vite que les prières. Justement. Vous avez totalement raison. Ben, je suis très heureux, vraiment, j'arrive même pas à vous arrêter. Vous avez parlé de la souplesse, vous avez parlé de la mutation, et quels sont vos projets pour les jours à venir? Alors, pour mon je crois que vous savez, l'âge que nous avons, et même si ce n'est pas facile de parler de soi-même, nous impose une autre conscience, c'est celle de la transmission. On a une petite expérience, mais l'expérience d'une personne n'est pas forcément un fondement pour les autres. Même par rapport à notre expérience, nous ne devons pas en faire une lumière. L'expérience est un questionnement. Si vous avez une expérience, n'en faites pas une obligation pour les autres. C'est un niveau de questionnement. Nous allons gérer dans notre expérience à la consommation des plus jeunes pour qu'ils se questionnent sur leur propre chemin.
va arriver à trouver son format. Il va arriver à sécréter un nouveau type de journaliste. Ils vont venir. Par quel moyen? Par quel moyen? Parce que parce que moi j'aime la synergie, des contradictions. Parce que vous savez, on aura toujours besoin de journalistes dans ce monde. Ça, c'est sûr. Le journalisme ne disparaîtra pas. Mais un type de journalisme disparaîtra. Parce que la qualité va s'imposer. Après qu'on ait passé l'étape de la nouveauté. Parce qu'en réalité, nous sommes dans une phase de nouveauté, dans une phase de fascination où tout le monde est à la mode. Et bien, quand tout le monde est habillé à la mode, personne n'est remarqué. Vous êtes tous pareils. Il faut se démarquer pour être remarqué. Donc, c'est pour ça que vous allez voir que pour se démarquer, des gens vont sortir des formats anciens. C'est ce qui se fait déjà. Voilà, on va sortir les 60, on va sortir les choses anciennes. Donc, la presse va connaître sa mutation. Elle sera certainement technologique parce que les moyens vont s'accentuer. Mais la pression sur l'intelligence humaine va être encore davantage accrue parce que la vitesse avec laquelle les informations circulent va dégoûter des millions. Personne n'aura le moyen de comprendre ce qui se passe dans le monde parce que tout arrive vite et disparaît vite. Les repères seront essentiellement des repères humains et ce sont les journalistes qui vont donner un sens au monde. Parce que nous dirons non, vous avez dit ça, mais voilà les résultats, voilà la vérité. Et j'espère vraiment que ça va arriver vite. Au début, on était porteur de l'information, notre travail, mais de plus en plus, les journalistes est devenu porteur de vérité. J'espère vraiment que ça va arriver très vite. C'est grâce à vous, on essaye. Vous maîtrisez le secteur, vous devez vous battre, mais il faut d'abord s'induire. Moi, je parle de s'induire, ce que j'appelle de l'huile de l'humilité, mais de la ténacité. On ne peut croître et grandir que si on laisse un espace vide au-dessus de soi. Je vous ai dit, vous devez laisser au neuf au-dessus de vous et vous écrasez par les 7 et les 4 qui sont en bas. Donc si vous évoluez comme ça, nous allons toujours trouver quelqu'un qui va nous inspirer, mais nous trouverons aussi quelqu'un qui va nous succéder. Parce que sans succession, il n'y a pas d'héritage. Donc nous avons fait notre part. Nous essayons de survivre dans des souvenirs, nous évoquons des souvenirs, mais l'avenir est merveilleux. Moi, je veux que l'avenir de la presse va être un avenir merveilleux. Ça va prendre du temps, mais ça sera inévitable. Ce serait comme quand on a fait la radio et que la radio était, on a parlé de la télé, les gens étaient sûrs que la télé allait remplacer la radio. Oui. Non, la télé est restée, justement. Mais la radio est restée. Justement. Aujourd'hui, le média traditionnel sont en train de s'inquiéter et pensent qu'ils vont disparaître. Ils disparaîtront pas. Le journal écrit papier est en train de disparaître. Ça existera toujours. Ben, c'est comme dans la musique. Maintenant, il y a les vinyles qui reviennent. Alors qu'il y a eu les CD, maintenant tout se passe par téléchargement, mais c'est justement en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Et je vous souhaite, je pense que là vous tendez vers, vous m'avez parlé de la transmission, on va dire c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Il faut simplement mettre à la disposition de ceux qui sont là. Je vous ai dit que je le répète davantage, l'expérience d'un homme n'est pas une voie obligatoire pour les autres. Chacun son expérience est un questionnement pour les autres. Demandez aux autres de questionner votre expérience pour qu'ils tirent pour eux-mêmes les clés d'ascension de leur vie. Votre expérience n'est pas un chemin pour tout le monde. L'expérience d'une personne, et je le répète, je l'ai dit encore davantage, c'est un questionnement pour les autres. N'en faites pas une voie obligatoire. Tout le monde n'est pas obligé de faire comme vous voulez, parce que vous pouvez obtenir ce que moi j'ai obtenu en 20 ans. Vous pouvez l'obtenir en une année. Simplement, les conditions d'accès ont changé. Justement. Questionnez mon expérience, mais n'en faites pas, surtout pas, un modèle. Ça a été le mot de la fin et cette émission, vous l'avez constaté, c'était vraiment bourré de sagesse et que des sagesses, une sacrée expérience d'ailleurs. Je pense que comme vous l'avez dit, le but ce n'est pas de copier votre expérience, mais c'est de les questionner et
trouver ce qu'il y a de mieux et apprendre. Merci beaucoup, Willy. En tout cas, c'était... Oui, cette petite communauté qui se construit petit à petit. Moi, je l'ai eu comme un Stagiaire en 2015, je crois. Je suis surpris de trouver un homme aguerri, un homme conscient, déterminé et surtout, il ne lâche pas les opportunités. Il n'a pas hésité à me proposer en une seconde et il s'est mis en place. C'est déjà. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Merci, au revoir.